Alors, je vais laisser la parole à Gérard Pelletier, qui était déjà intervenu dans la précédente communication que j'évoquais au début, qui est directeur général de Data Franca au Québec et qui est spécialisé de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous pourrez trouver à l'issue de cette réunion l'ouvrage qu'il a écrit sur le sujet, sur les 5 mots de l'intelligence artificielle en français, parce que c'est un enjeu important au moment où se développe l'intelligence artificielle, il va nous en parler d'ailleurs de manière plus détaillée maintenant, on puisse aussi en parler en français. Alors les 101 mots, je dirais que c'est plutôt les 101 premiers mots, puisqu'il y en aura encore beaucoup d'autres, ils s'en créent pratiquement peut-être tous les jours d'ailleurs. Et donc il faut pouvoir suivre, pour ne pas dire anticiper, cette évolution. Je laisse la parole à Gérard Pelletier en le remerciant d'avoir fait ce long voyage pour venir jusqu'à nous. Bonjour, merci. Merci Philippe. Et je fais tout de suite le pont avec ce que Azim m'a dit au tout début, parce que c'est l'objet de cette présentation. Est-ce que le français est possible en intelligence artificielle? La réponse est oui, je vais vous illustrer pourquoi, mais ça commence par la volonté. Et ce que nous avons fait au Québec pendant la révolution, ce qu'on a appelé la troisième révolution industrielle, Internet, le web, ainsi de suite, ça a été une volonté de francisation. Et avant ça, les Français, à la deuxième révolution industrielle, avaient été très actifs. Moins pour la troisième, et maintenant on parle de la quatrième révolution industrielle, la datafication, l'utilisation des données. Parce que je voulais, avant d'arriver aux Français en intelligence artificielle, il faut quand même connaître un peu de quoi on parle. Alors je voulais vous présenter les données, la science des données, l'intelligence artificielle, distinguer les concepts de manière à ce que vous puissiez après dire oui, c'est possible de travailler en français, oui, c'est possible de travailler en français dans le secteur de l'intelligence artificielle quand on a la volonté. La mission de Data Franca, c'est de franciser les termes en intelligence artificielle, on le dit. Nous avons commencé très humblement avec l'intelligence artificielle et maintenant nous sommes à développer un lexique en informatique quantique et un lexique en photonique. Donc, l'objectif de Data Franca, c'est de fournir des lexiques français aux chercheurs et aux enseignants de manière à ce qu'on puisse travailler en français. S'il n'y a pas de lexique, on ne peut pas traduire. Si on ne peut pas traduire, parce que beaucoup de chercheurs veulent traduire en anglais ou travailler en français et après aller en anglais. Mais pour faire des textes qui tiennent la route en anglais sans être obligé d'écrire en anglais, ça prend des lexiques. Et c'est la volonté que nous avons. Et nous sommes appuyés par les fonds de recherche du Québec, par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, qui nous a adoptés comme étant, non pas un fer de lance de francisation science, mais nous sommes que des outils, très humbles, qui travaillons, collaborons à nous assurer, à permettre aux enseignants et aux chercheurs de travailler, et aussi à la population générale. Comme disait Azim au tout début, ce que nous avons fait pour Internet, la technologie, c'est fondamental. Et oui, c'est possible de travailler en français, en IA, et on va voir pourquoi. Mais avant ça, on va très rapidement passer à travers les concepts de manière à ce qu'on puisse s'entendre sur ce qu'est la définition de l'intelligence artificielle, et je n'ai pas la prétention de le faire parce que personne ne s'entend là-dessus. Mais quand même, il y a différentes hypothèses, et je vais... Alors, pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut comprendre les concepts. Pour comprendre les concepts, il faut donc les distinguer. Données massives, sciences des données, intelligence artificielle. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui, en France, certaines entreprises parlent encore de Big Data. Le concept de Big Data a été développé aux États-Unis en 2010. On est en 2023. Au Québec, on utilise données massives et en France, ce mot-là n'est pas connu encore. Donc, l'Internet, la troisième révolution dans les années 70, on l'a dit, Azim a joué un rôle. C'est vraiment très bien qu'il soit là pour dire que c'est possible d'agir. Nous sommes dans la révolution 4,0, c'est-à-dire que c'est les 0 et les 1. Et en termes de volume, on est aux états-octets 10 à la 21. Alors, tout le monde comprend que la quatrième révolution, c'est la datafication. Vous êtes devenu un numéro, vous êtes des chiffres, les entreprises prennent vos données, vous connaissent. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet des comportements. Vous laissez une poussière, à chaque fois que vous envoyez un message, vous laissez une poussière numérique, la compagnie d'assurance ou n'importe qui, peu importe, plein de gens savent ce que vous faites et ce que vous voulez. Et on va vers la cinquième révolution, la révolution quantique. Si les Français francisent pas, n'utilisent pas le français pour la quatrième révolution, je
peux vous assurer que le français, lorsque la révolution quantique va arriver, ça va être une langue de culture comme le latin. Très belle, très intéressante, mais totalement inutile et en sciences et en affaires. Alors, pour vous situer un peu, tandis qu'un ordinateur classique lit chaque livre d'une bibliothèque de manière linéaire, un ordinateur quantique lirait tous les livres de toutes les bibliothèques en même temps. Alors, vous comprenez que c'est une vraie révolution qui se prépare, et certains disent que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est demain matin, ça va arriver. Donc, tout ce qui est mot de passe, tout ce qui est sécurité, toutes les données, tout, vous comprenez que tout ça va être modifié complètement. Et s'il n'y a pas de terme français pour appréhender ces concepts, mes chers amis, enfin, malheureusement, nous et vous, on va peut-être disparaître, comme langue, j'entends. Alors, la révolution 4,0, ben, écoutez, la courbe d'inflexion, tout le monde sait ce que c'est une courbe d'inflexion classique, et nous sommes ici. Donc, c'est une courbe d'accélération phénoménale. Alors, les données massives, rapidement. Alors, c'est la NASA qui a développé Big Data en 1997, et on a parlé de Smart Data, Massive Data, on parle de Dark Data. Dark Data, ça n'a rien à faire avec le Dark Web. Dark Data, c'est l'ensemble des données qui ne sont pas accessibles au public. Et c'est 95% des données. Tout ce à quoi vous avez accès, vous, c'est 5% d'ensemble des données qui existent. Enfin, vous et nous. Alors, quand on parle de données massives, donc, si tout le monde sait ce que c'est un mégaoctet, 2 MB, alors 2 MB, c'est une tasse de café, un zétaoctet, c'est la muraille de Chine. Naturellement, je parle de la Grande Muraille, parce que comme vous le savez tous, il y a eu plusieurs murailles en Chine. Alors, les données massives, pourquoi ça a explosé? Écoutez, je passe rapidement là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les données massives, les entreprises qui ont le plus de données sont celles qui ont la plus grande capitalisation boursière. Tesla, qui produit, je crois, 10 fois moins d'autos que Mercedes, a une capitalisation 5 fois plus importante. C'est un pur non-sens, mais c'est comme ça. Alors, la science des données. Une fois qu'on a parlé de données massives, maintenant, de quoi parlons? Comment les utiliser? La science des données. Alors, il y a des mathématiques, statistiques, il y a plusieurs domaines, je passe là-dessus. La science des données permet de colliger, d'analyser d'énormes quantités de données, relier des renseignements parcellaires et de rendre l'amalgame commercialisable. Ça, c'est les applications de l'intelligence artificielle que nous allons voir plus tard. Les données, ce qu'il faut retenir, il y a 7 V, les 7 V. Le volume gigantesque, la variété, des images fixes en mouvement, des sons, des lettres, peu importe. Il faut s'assurer de la véracité des données, il faut s'assurer de leur valeur, il faut s'assurer de les protéger, et surtout, il faut les interpréter. C'est ce qu'on appelle la visualisation. La science des données, donc, on passe de données complètement disparates à une prise de décision. Et c'est important d'en parler, parce qu'en français, ici, il y aurait une possibilité de créer des dizaines de milliers d'emplois, parce que tout se passe, tous ceux qui sont en intelligence artificielle comprennent que c'est les données. Donc, quand on parle de données, il faut les trouver, les évaluer, les valider, les vérifier, les hiérarchiser. Vous comprenez que tout ça pourrait se faire en français. Malheureusement, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui sont en anglais, qui sont utilisées par les entreprises françaises en anglais. Et il devrait avoir une volonté de franciser ces applications. Ce serait tout à fait possible. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, alors pour créer un programme performant d'apprentissage profond de réseau de neurones qui puisse reconnaître des chats, par exemple, il faut fournir à l'algorithme entre 100 000 et 1 million d'images des représentants. Un bébé de 2 ans, même un bébé de 8 mois, après avoir vu 2 ou 3 chats, va savoir ce que c'est un chat, va le distinguer d'un chien ou n'importe quoi. Dans sa forme la plus élémentaire, l'intelligence artificielle est rendue possible par l'analyse de milliards de données, avec des milliards de paramètres, grâce à un réseau de superordinateurs et le développement d'algorithmes mathématiques qui imitent le réseau neuronal humain. Donc, on peut dire qu'une intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est ni intelligent, parce que ça ne rit pas, ça ne sait pas ce que ça fait, et ce n'est pas artificiel, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui utilisent des algorithmes très puissants avec des superordinateurs. Ce sont des applications. Bien sûr, une application peut battre un champion de Go, peut battre un champion d'échecs, peut décider de vous donner votre crédit, oui ou non, 100 fois plus vite qu'un fonctionnaire, sauf qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est toujours programmé. Alors, la première définition qui a été faite de l'intelligence artificielle, c'est par Minsky et McCarthy en 1950 dans un congrès
aux États-Unis, toute tâche exécutée par une machine dont on aurait considéré auparavant qu'elle nécessitait l'intelligence humaine. Alors, une application d'intelligence artificielle est capable de planifier, d'apprendre, parce qu'on parle d'apprentissage automatique. En France, malheureusement, on parle de machine learning. Raisonnement, résolution de problèmes, représentation des connaissances. Je passe très vite là-dessus. L'intelligence artificielle générale, c'est ce qui fait peur à tout le monde maintenant, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas l'objet du propos. Le danger de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle générale et liée à la capacité d'un système à s'adapter et à improviser dans un nouvel environnement. Ça, c'est tout à fait révolutionnaire. Ça n'existe pas aujourd'hui. À généraliser ses connaissances et à les appliquer à des scénarios peu familiers. C'est l'intelligence humaine, c'est le propre de l'intelligence humaine. Les applications de l'intelligence artificielle aujourd'hui, quelle que soit la capacité des superordinateurs d'utiliser des milliards de paramètres, parce que si un homme intelligent est capable d'utiliser entre 4 et 6 paramètres en même temps, une femme intelligente entre 7 et 8, et là on parle de milliards. Donc, ça se situe un peu... Alors, l'intelligence artificielle, donc on a parlé de 1955, et les réseaux neuronaux, c'est seulement depuis 2018. C'est très, très récent. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Il y a 7 grands domaines, une vingtaine de sous-domaines. Les spécialistes en robotique ne connaissent rien en traitement automatique du langage et vice-versa. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce lexique qui sert autant à l'expert qu'au Pékin, qui ne connaît rien, de comprendre, de savoir de quoi on parle. Alors, l'apprentissage automatique, je passe rapidement là-dessus. Il y a plusieurs formes d'apprentissage automatique. L'apprentissage profond et neuronaux, je passe là-dessus parce que je vais arriver au français. Les réseaux neuronaux, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Il y a des milliards, vous comprenez, vous mettez un chat et c'est l'image de l'oreille. En fait, le chat est décomposé des milliards de fois et recomposé de manière à ce que l'application puisse éventuellement reconnaître ce qu'est un chat. À partir de toutes les oreilles, on lui a donné 1 million d'images de chat. Alors là, il est capable de distinguer un tigre d'un chat parce que c'est pas la même oreille, le tigre d'un chat. Mais ça, il y a plus d'1 million d'images. Des applications, il y en a dans tous les domaines, vous le savez. Il y en a partout. Alors, les réseaux neuronaux, il y a différents types de réseaux neuronaux, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, de ChatGPT. Alors, c'est le réseau adversarial génératif. Les gens confondent ChatGPT avec une technologie. Ça, c'est la technologie. ChatGPT, c'est un autre produit. Ça n'a rien à faire. Alors, les modèles d'algorithmes, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, il y a de quoi se... Alors, donc, je reviens à ce que je disais. Comment est-ce possible, l'intelligence artificielle? Les transistors, aujourd'hui, ont la taille du virus du COVID, 2 nanomètres. Il y a des super ordinateurs, il y a des algorithmes d'une puissance exceptionnelle, et surtout, il y a des hommes, des femmes qui utilisent ces différents outils. Alors, les applications d'intelligence artificielle, écoutez, je passe rapidement là-dessus parce que les images parlent d'elles-mêmes. Ça ici, je m'arrête là-dessus parce que il y a automatisation et robotisation. Et en Afrique, vous le savez, à chaque année, il y a 10 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et cette semaine ou la semaine dernière, je pense que c'est au Ghana, il faudrait voir, mais en tout cas, peu importe, là où on cultive le thé, les travailleuses, les cueilleuses de thé ont détruit des machines qui voulaient les remplacer. Parce que vous comprenez que si on a 10 millions de jeunes à chaque année qui cherchent du travail, et si on a un robot qui sert le café, on est mal barré. Alors, je passe rapidement là-dessus. Ça ici, pour les Français, c'est intéressant. Si vous voulez un hambourgeois, un hamburger, comme vous dites en France, ben ça fait des hamburgers. C'est 3 mètres carrés, je ne sais pas si c'est mangeable. Ça, je ne vous garantis pas que ça existe. Alors, ça ici, c'est intéressant. C'est au Japon, le problème du vieillissement de la population ne se pose pas. Ce sont des robots qui remplissent les étagères des grands magasins. Au Japon, encore une fois, ces robots éloignent les ours et les sangliers. Alors, quel cri ça fait, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une vision nocturne. Ils peuvent sentir. Et quand ils sentent un ours, je ne sais pas combien de mètres, ben, ils se mettent à hurler d'une manière que même l'ours tourne de côté.
Alors ça, ici, vous savez, ça existe, hein. Aujourd'hui, vous pouvez prendre des photos du haut, des photos qui sont à gauche, et ça vous donne des têtes qui n'existent pas. Celui dans le métro, où tout le monde peut comprendre, mais elle, c'est artificiel. Ça, c'est personnalité sur LinkedIn. Faites attention, il y a des robots qui vous disent, écoute, je fais ceci, est-ce que vous êtes intéressé à cela? Si vous dites oui, là, il y a une personne humaine qui va correspondre avec vous. Alors, ça, c'est des robots qui payent et qui vendent des, croyez-le pas, qui vendent des toiles, des millions de dollars. Ici, c'est avec les différents outils qui existent. Vous pouvez demander, créer des scènes, demander, et là, il y a plusieurs applications que j'ai mis ici. Ça, c'est très intéressant. C'est à partir, tout le monde connaît la jeune fille à la perle de Vermeer. Alors, avec DALL-E 2, un technicien, c'est absolument pas un créateur, un technicien, a créé derrière le contexte dans lequel cette femme pouvait évoluer au 18e siècle. Et c'est très beau. Et aussi, bon, on va parler un peu du français. Pourquoi c'est possible de parler en français? Tout le monde parle de ChatGPT. 3 minutes encore. Pardon? 3 minutes encore. 3 minutes encore? Ben, écoute, c'est la partie la plus importante. Tout le monde aujourd'hui est capable d'utiliser ChatGPT gratuitement, et ChatGPT 4 est encore plus puissant. ChatGPT, vous le savez, si vous regardez le livre à la page 31, vous avez la définition, c'est un dialogueur. C'est strictement un dialogueur. Vous lui demandez quelque chose et il fait ce que vous voulez. Selon la puissance, ChatGPT, GPT-4, puis il y a d'autres, il y a Bard de Google, il y a différents outils. Donc, c'est un dialogueur à qui vous formulez une demande. Soit faire un dessin, soit faire une recherche, soit écrire un texte, soit faire beaucoup, beaucoup de choses. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui commencent à l'utiliser. Malheureusement, ils utilisent la version anglaise, sans aucune raison. Parce que vous pouvez formuler en français et la traduction est automatique. Je peux vous dire, je peux vous assurer que c'est automatique. Et vous êtes capable donc de travailler, de développer des applications en français à partir de ces outils. Vous n'avez pas à comprendre, à aller, on ne change pas le code de ChatGPT. C'est totalement inutile. On est à un niveau aujourd'hui où certains outils, comme GPT-4, vous pouvez lui dire, écoute, je veux faire 3 grandes montagnes, les 3 montagnes les plus hautes, et comment je m'équipe, à qui je parle. Vous n'avez pas à faire une recherche à chacune des fois. Il va vous sortir la liste des personnes avec qui louer telle bottine, acheter telle bottine, n'importe quoi, peu importe. Et tout ça peut se faire en français. Donc, il s'agit d'utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour reprendre le français, pour éventuellement développer, parce que c'est possible de développer, ça, il y a des, je vous l'ai dit, vous pouvez demander, fais-moi un chien avec un béret puis un foulard de chez Dior, puis il va vous sortir un foulard de chez Dior et non pas de chez Chanel. Parce qu'il y a des foulards de Dior sur Internet. Il n'invente rien. Tout est sur Internet. Alors, vous comprenez que les outils, cet outil, il y en a plein d'outils. Il y a des compétiteurs et toutes sortes de choses. Ce qui est important, c'est que le français existe. C'est possible de travailler en français. Il faut connaître ces outils et il faut connaître ce livre, tout ce qu'il y a dans le livre. Bon, merci Gérard, en tout cas, de cette excellente présentation. On peut l'applaudir, effectivement, même si l'intelligence artificielle est développée depuis plusieurs années maintenant, on voit bien que c'est une accélération à la limite permanente qui donne le vertige d'une certaine mesure, mais ce qui rend l'anticipation toujours de plus en plus difficile quand tout va vite, mais qui est indispensable, et je pense que on voit bien, on en parle partout de l'intelligence artificielle, je ne suis pas sûr qu'on comprenne toujours, mais là, vous nous avez bien éclairé sur les réalités de la chose. Il y a la possibilité, non seulement c'est possible de le faire en français, mais c'est même nécessaire. Voilà. Donc il ne faut pas abdiquer. Ça a été dit dès le début de votre intervention, c'est une question de volonté, hein, c'est vous qui l'aviez dit aussi. Donc soyons volontaires, et je suis certain qu'ici nous le sommes tous.